Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos qui sera axée sur comment jouer les listes des armées du Seigneur des Anneaux. Donc dans cette première vidéo, nous allons voir comment jouer les scouts de l'URSS. Pourquoi j'ai choisi les scouts de l'URSS? C'est bien tout simplement parce que c'est une armée qui me tient à cœur, mais c'est aussi une armée qui est facile à prendre en main, qui est facile à collectionner et qui est facile à peindre. Donc c'est trois critères qui la rendent plutôt accessible et qui en font une bonne candidate pour une première vidéo. On va passer tout de suite à la composition de l'armée, mais avant de passer à la composition de l'armée, je veux rappeler pour les débutants, parce que cette série de vidéos s'adresse aussi à eux, les rangs des héros. Au Seigneur des Anneaux, AME/SBG, vous avez plusieurs rangs de héros. Chaque rang vous permet de prendre un certain nombre de guerriers, donc c'est les figurines avec le mot-clé guerrier dans leur profil. Dans sa bande, nous avons le héros légendaire qui peut prendre 18 guerriers. Vient ensuite le héros d'envergure qui peut prendre lui 15 guerriers. Ensuite nous avons le héros commun qui peut en prendre 12. Le héros mineur qui peut en prendre 6. Et enfin le héros indépendant qui lui ne peut pas prendre de guerriers dans sa bande mais qui peut rejoindre la bande d'un autre héros comme un guerrier tout simplement. Donc en fait quand vous construisez une armée, il faut savoir que le héros avec le plus haut rang va être automatiquement votre général. Ici dans l'armée, c'est l'URSS qui est le plus haut rang et il y a la règle additionnelle qui dit qu'il doit toujours être dans l'armée et il peut avoir un bouclier gratuit et on va voir que ce bouclier, vous allez vouloir toujours le prendre et on va voir aussi que l'URSS, c'est un héros qui, malgré 100 points, est un héros qui est très rentable, peut-être un des plus rentables du jeu. Viennent ensuite les héros communs. Donc nous avons Ugluk, capitaine Scout Uruk-hai. Donc c'est l'Uruk-hai que l'on voit dans le film, notamment au début des 2 tours. Et lui, il coûte 75 points. Vient ensuite Maohur. Donc Maohur, c'est un héros Legacy. Pour cette nouvelle édition, Warhammer a décidé de ne plus suivre certains profils et les a donc mis en Legacy pour donner des profils aux joueurs pour jouer leurs figurines. Mais il faut savoir que cette figurine Maohur, dans la future édition des règles, il ne pourra plus être joué. Et on a ensuite le capitaine Scout Uruk-hai qui coûte 55 points. Et on le verra, c'est un héros générique que vous pourrez prendre autant de fois que vous le voulez. Vient ensuite en héros indépendant le tambour Uruk-hai. Donc on l'a vu juste avant, le tambour Uruk-hai peut rejoindre la bande de l'URSS, Ugluk, Maohur ou le capitaine Scout Uruk-hai. Et il a la particularité de vous apporter le tambour qui est une très bonne option, un très bon équipement pour votre armée. Et lui coûte 35 points. Vient ensuite en guerrier le Scout Uruk-hai qui est le seul guerrier de l'armée, donc c'est lui qui va constituer la base, le corps de votre armée. Et donc il coûte 8 points, il peut être équipé d'une bannière, d'un bouclier ou alors d'un arc Uruk-hai. La bannière coûte 25 points et les autres options coûtent 1 point. Viennent ensuite les règles spéciales. Donc nous avons la marche implacable qui nous dit que les figurines alliées voient leur valeur de mouvement passer à 8 pouces. Donc il faut savoir qu'au Seigneur des Anneaux, chaque tour, vous avez la phase de mouvement qui vous permet de déplacer vos figurines d'un certain nombre de pouces qui est indiqué dans leur profil. Pour vous donner une idée, un hobbit bouge de 4, un nain ou un gobelin bouge de 5, un humanoïde comme les elfes, les orques, les Uruk-hai, les humains bouge de 6 et c'est le maximum pour les figurines d'infanterie. Après, grâce à cette règle, vous allez pouvoir passer à 8. Pour vous donner une idée, au-dessus, il n'y a que la cavalerie qui a 10 pouces de mouvement pour les chevaux ou les wargs. Donc ça vous donne une énorme mobilité à l'armée, c'est une très bonne règle. De plus, ces figurines alliées acquièrent la règle spéciale créature des bois. Créature des bois, c'est très simple. Quand votre figurine rentre dans les bois, normalement, elle a un malus et ne peut bouger que de moitié. Et bien cette règle spéciale vous permet tout simplement d'ignorer la règle des bois. Donc ça vous permet par exemple de charger des figurines à travers les bois, d'aller chercher un objectif qui se trouve dans les bois sans avoir de malus, ou aussi ça vous permet de vous replier. Si vous voyez que vous allez être chargé, vous allez pouvoir reculer puis attirer peut-être une figurine qui s'était déplacée vers vous, qui n'a plus d'autre option que de venir vers vous, et bien vous allez tranquillement l'attirer à travers les bois. Donc c'est une très bonne règle aussi, qui est un peu plus anecdotique parce qu'il faut qu'il y ait des bois sur le champ de bataille, mais c'est une très bonne règle qui donne encore plus de mobilité à vos scouts. On a ensuite, vous ne connaissez ni la douleur ni la peur. Vous goûterez à la chair humaine. La règle est très simple, le seuil de démoralisation des éclairs de l'URSS est de 66% au lieu de 50%. Prenons une armée de 30 figurines. Quand cette armée passe à 15 figurines, c'est-à-dire que vous perdez 15 figurines, eh bien vous devez faire des tests de bravoure dus à la démoralisation. Pendant la phase de mouvement,
dès que vous allez vouloir bouger une figurine, avant son mouvement, vous allez devoir faire un test de bravoure en utilisant sa valeur de bravoure. Si vous ratez ce test, la figurine quitte le champ de bataille. Le fait d'avoir un seuil de démoralisation à 66% nous fait passer le nombre de morts de 15 à 20. Aussi, il faudra que vous perdiez 5 figurines de plus pour être démoralisé. Donc c'est une très bonne règle qui va donner de la durabilité à votre armée, qui va vous permettre de tenir un peu plus la table, et surtout certains objectifs vont demander d'avoir un certain seuil de démoralisation pour les points de victoire. Donc en fait, ça vous permet aussi d'éviter à votre adversaire d'obtenir des points pour la démoralisation. Tuer les autres. L'URSS obtient la règle spéciale chasseur de tête et peut déclarer un combat héroïque gratuitement à chaque tour. Donc la règle chasseur de tête, c'est quoi? C'est tout simplement que si l'URSS, avec cette règle spéciale, tue le général de l'armée, il va pouvoir gagner un point de puissance qu'il aura dépensé plus tôt dans la partie, ce qui lui permettra d'avoir une plus grosse réserve de puissance. Donc là, c'est très anecdotique parce qu'il faut tuer le général adverse, mais souvent, au vu du profil de l'URSS, le général adverse essaiera de vous éviter, ou soit il sera assez gros pour vous tuer. C'est une bonne règle, mais ne comptez pas trop dessus pour regagner des points de puissance. Ensuite, l'URSS peut déclarer un combat héroïque gratuitement à chaque tour. Un combat héroïque, c'est quoi? C'est tout simplement la possibilité d'un héros d'utiliser de la puissance pour faire l'action héroïque du combat héroïque et donc faire son combat en premier. Et s'il réussit ce combat et qu'il tue les figurines en contact avec lui et qu'il n'y a plus de figurines en contact avec lui, toutes vos figurines qui sont dans ce combat vont pouvoir recharger d'autres figurines, refaire un mouvement. Donc c'est très très fort. C'est une règle qui est excellente parce qu'elle va permettre à l'URSS de se rentabiliser. Il coûte quand même 100 points. Il faut rentabiliser ces 100 points au maximum. Il faut aller chercher des cibles très particulières comme le général. Vous chargez un petit guerrier, vous êtes sûr de le tuer, vous le tuez. Et si vous pouvez charger le général dans un second temps, vous pouvez le faire. L'adversaire ne voit pas toujours arriver la chose. Ou alors vous pouvez charger une bannière, vous pouvez charger un petit magicien, vous pouvez charger un capitaine. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. C'est très très fort. On passe maintenant au profil de l'URSS. C'est un héros qui coûte relativement cher, mais on va le voir, il va se rentabiliser assez facilement. Donc au niveau des stats offensives, nous avons le combat, la force et l'attaque. Le combat, c'est quoi? C'est tout simplement la capacité de votre figurine à être meilleure ou moins bonne qu'une autre figurine au combat. Quand il y a un corps à corps, chaque joueur va pouvoir lancer des dés en fonction de son nombre d'attaques. La figurine qui aura le plus haut dé pour gagner le combat gagnera automatiquement le combat. Mais il arrive aussi de faire une égalité sur le jet de dés. Par exemple, l'URSS va jeter 3 attaques, le guerrier du rang va jeter une attaque. L'URSS va faire 1, 2 et 6, le guerrier du rang va faire un 6. Vous avez le même résultat pour gagner le combat. Et dans ce cas, c'est la valeur de combat qui va rentrer en compte. Vous avez 6 de combat, le guerrier du rang a 3, donc vous gagnez le combat. Donc la valeur de combat de 6 de l'URSS en fait un très bon combattant, parce qu'il va se mettre un petit peu en dessous de Aragorn et Boromir qui sont à 7, mais il va se mettre au niveau de Legolas, de Gimli, de Haldir, il va se mettre au-dessus de Théoden, il est plutôt dans la tranche haute du jeu, et avec le combat de 6, vous pourrez à peu près faire face à tous les adversaires avec les actions héroïques qu'on verra un petit peu plus tard. Au niveau de la force, il a une force de 5, donc c'est une très très bonne force. Pourquoi? Parce qu'en fait, les héros dans le jeu ont force 4. Aragorn a force 4, Boromir a force 4, Gimli a force 4, Legolas a force 4, Glorfindel a force 4, Gothmog a force 4, Éowyn a force 4, tout le monde a force 4. Les Uruk-hai, eux, comme ils sont un peu plus costauds, ils ont force 5, il y a quelques autres figurines qui ont force 5, mais c'est très très rare. C'est une particularité des capitaines Uruk-hai, des héros Uruk-hai, et donc on a une très très grosse force, et c'est ce qui va faire que l'URSS va avoir du punch au corps à corps. Donc pour voir si vous faites des blessures, vous prendrez le tableau de dégâts qui est fourni dans les règles du jeu, et vous avez la compétence de force, vous avez la compétence de défense de votre adversaire, et vous avez un résultat au croisement des deux. Par exemple, si l'URSS frappe un guerrier qui a défense 5 avec sa force 5, il faudra qu'il fasse 4, 5 ou 6 pour le blesser. Et ensuite, on aura 3 attaques. 3 attaques, c'est quoi? C'est 3 attaques pour gagner le combat, mais aussi 3 attaques pour blesser. Donc vous aurez une force de 5 pour blesser. Donc par exemple, on reprend le cas de la défense 5, donc 4, 5 ou 6, et vous aurez 3 dés pour faire
1, 2 ou 3 blessures sur 4, 5 ou 6. Donc c'est un très bon combattant. Au niveau du tir, c'est un très bon archer aussi. Il a une valeur de tir de 3+. C'est la meilleure valeur de tir du jeu en dehors de Legolas. De manière générale, les meilleurs archers du jeu ont une valeur de 3+. Donc c'est un très bon archer. Et on peut coupler ça à son arc Urukai qu'on verra un peu plus tard, à une très bonne force. Donc ça fait de lui un archer redoutable. Au niveau de la défense, il a une défense de 6. Défense 6, on commence quand même à avoir une bonne défense pour un guerrier qui est censé être plutôt en armure légère. Donc très très correct. Au niveau de la bravoure, il a de très bonnes statistiques aussi, donc 4+. À noter que les héros ont la règle tenez bon. Donc la règle tenez bon, c'est quoi? C'est le héros qui passe son test de bravoure, et si vous réussissez, à 6 pouces autour de lui, tous les guerriers vont bénéficier de son test de bravoure. C'est ce qu'on appelle le tenez bon. Ça représente la capacité d'un héros à rassembler ses troupes, à leur donner du courage dans les moments compliqués. L'intelligence, je vais pas m'attarder dessus, c'est utile dans certaines phases du jeu, que ce soit pour résister à certaines règles spéciales ou pour déterrer des reliques, etc. 5+, c'est correct. Ensuite, nous avons puissance, volonté, destin, donc 3, 3, 1. La puissance, c'est une réserve qui vous permet de faire des actions héroïques ou d'améliorer vos G2D. Donc par exemple, on voit en action héroïque qu'on a le défi, la force, la frappe et la marche. Dépenser un point de puissance vous permettra de faire une de ces actions héroïques. Ou alors tout simplement, si vous voulez augmenter un G pour blesser, il vous suffit d'utiliser un point de puissance. La volonté, elle vous permet d'augmenter votre résultat de test de bravoure, mais elle vous permet aussi de résister au pouvoir magique. Donc si quelqu'un fait un pouvoir magique sur l'Urt, vous pouvez tout simplement dire je veux résister au pouvoir magique. Vous utilisez 1, 2 ou 3 points de volonté selon le nombre de dés que vous voulez lancer pour résister au pouvoir magique. Le point de destin lui permet, quand vous perdez un point de vie, utiliser un point de destin de votre réserve et d'obtenir sur un 4+, le fait de ne pas perdre votre PV. Donc c'est très utile d'avoir des points de destin. Ici on n'en a qu'un et c'est un peu là où le profil va se placer en dessous d'autres profils comme Éomer qui sont à peu près du même standing, qui lui a 3 points de destin. Ça le rend légèrement fragile, mais il a quand même des petites choses pour compenser. On a le défi héroïque. C'est quoi? C'est tout simplement le fait de défier un héros qui a le même rang que vous ou un rang supérieur. Si le héros accepte le défi héroïque, vous avez tous les deux des bonus et vous devez essayer au maximum de vous charger pour tuer l'un ou tuer l'autre. Et s'il refuse, vous avez les bonus et l'adversaire n'est pas obligé de vous charger. On a la force héroïque. La force héroïque, donc toujours en échange d'un point de puissance, permet de doubler votre force. Donc vous passerez de votre force 5 à votre force 10. La force 10, c'est la plus haute valeur du jeu. Donc vous blesserez défense 9 et défense 10 sur 4+, et tout ce qui est en dessous, vous le blesserez sur 3+. Donc autant dire qu'une fois que vous avez fait la force, s'il y a quelque chose sur votre chemin, il y a de très grandes chances que vous le balayez du champ de bataille. Ensuite, vous avez la frappe héroïque. La frappe héroïque, c'est un petit peu le même style que la force héroïque, sauf que cette fois, ça va être la valeur de combat que vous pourrez augmenter. Mais cette fois, c'est pas doublé, c'est jeter un des 3 et vous pourrez augmenter votre valeur de combat de 1, 2 ou 3. Donc c'est pour ça que je disais qu'il peut se confronter à peu près tout dans le jeu. C'est parce que vous pouvez monter jusqu'à une force de combat de 9. Ensuite vient la marche héroïque. La marche héroïque, c'est quoi? Tout simplement, au début de la phase de mouvement, vous déclarez votre marche héroïque et lorsque votre héros va bouger, lui et toutes les figurines à 6 pouces autour de lui pourront bouger de plus 3 pouces si c'est l'infanterie ou plus 5 pouces si c'est la cavalerie. Donc dans cette légion, ce sera plus 3 pouces parce que vous n'avez pas de cavalerie. À noter que les figurines qui refusent de prendre part à la marche héroïque ne bénéficieront pas donc du 3 pouces parce qu'elles ne bougeront pas, mais du coup elles ne pourront pas bouger du tout. Au niveau des options, nous avons le bouclier. C'est bien 0 points, il est gratuit et pas 5 points. Et on nous dit que cela n'augmentera pas la défense de Njord, car elle importe aussi un arc Urukai. Dans le jeu, une figurine qui a un bouclier et un arc ne bénéficie pas du bonus de plus 1 en défense octroyé par le bouclier. Il peut cependant utiliser son arc, utiliser son bouclier pour se défendre, c'est-à-dire doubler son nombre d'attaques. Quand il a le bouclier, vous pourrez quand même avoir 6 attaques pour vous défendre si jamais vous êtes en mauvaise posture, mais vous ne pourrez pas avoir le plus 1, ce qui évite d'avoir une défense 7.
Au niveau des règles spéciales, nous avons fin tireur. Fin tireur, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'URTS, quand il tire, va pouvoir choisir la cible entre une monture et son cavalier. Initialement, si vous touchez la figurine de cavalerie, vous devez jeter un dé. Sur 1, 2, 3, vous touchez la monture. Sur 4, 5, 6, vous touchez le cavalier. L'URTS va donc vous permettre, avec son arc force 3, sa valeur de tir à 3+, et sa règle fin tireur, de pouvoir sniper le cheval d'un héros adverse. Nous avons ensuite la règle active, trouver les hobbits. Donc dans les scénarios utilisant la règle spéciale Maelstrom de bataille, la bande de l'URTS n'effectue pas de jet de dés pour déterminer son point d'arrivée. L'URTS choisit le résultat. Il faut savoir qu'au Seigneur des Anneaux, on joue avec des scénarios et que certains de scénarios ont la règle spéciale Maelstrom de bataille qui fait que vous ne posez pas toutes vos armées de manière classique, c'est-à-dire chacun son tour. Vous allez lancer des dés pour savoir quand et où rentrent vos unités. Donc c'est assez compliqué d'avoir une cohérence dans vos troupes, de pouvoir vraiment réfléchir à votre déploiement. Cette règle spéciale, elle est excellente parce que tout simplement, vous outrepassez pour la bande de l'URTS, c'est-à-dire au moins 15 guerriers et l'URTS, cette règle de Maelstrom de bataille. Donc ça fait de cette règle spéciale de l'URTS une très très bonne règle et peut-être une des meilleures pour ce qui est des Maelstrom de bataille. Nous avons ensuite le lancer de bouclier. Si l'URTS est équipé d'un bouclier, il peut, une fois par partie, l'utiliser comme une arme de jet et relancer le jet pour toucher. Une arme de jet, c'est quoi? C'est une arme de tir qui ne subit pas de malus de déplacement. Normalement, quand vous bougez, vous avez -1 pour tirer, pour votre jet pour toucher en tout cas. Avec l'arme de jet, ce n'est pas le cas. Vous avez 0 malus. Donc, dans le cas de l'URTS, il va pouvoir relancer le jet pour toucher, sachant qu'il n'a déjà pas de malus. Donc, c'est un très bon lanceur d'armes de jet. La force est de 4 et toute figurine touchée sur un socle de 25 mm est immédiatement mise à terre. Une fois son bouclier lancé, l'URTS ne porte plus, sa défense n'en est cependant pas réduite. Donc on a vu un petit peu plus tôt qu'il n'avait pas de bonus de défense grâce à ce bouclier, donc ça ne changera rien du tout. Vous perdrez par contre la capacité à vous défendre derrière votre bouclier pour doubler vos attaques lorsque vous voulez gagner un combat. La plupart des armes de jet ont une force de 3, là vous avez une force de 4, donc c'est quand même c'est assez punchy. Et c'est surtout que vous mettrez à terre la figurine adverse, même si vous ne l'avez pas blessée. Donc il suffit de la toucher. Donc pour toucher, vous avez une relance. Donc ça veut dire que vous avez encore plus de chances de la toucher. Si la figurine est touchée, elle est mise à terre. Et une fois que vous êtes au corps à corps avec, vous avez les bonus pour vous battre contre une figurine au sol. C'est-à-dire, vous pouvez doubler votre nombre d'attaques pour la blesser. Donc c'est très très fort, c'est une très bonne règle. Et vous pouvez par exemple blesser une figurine adverse. Et si elle a plusieurs points de vie, vous pourrez la charger et en plus lui faire encore plus de dégâts. Donc très très bonne règle de lancer de bouclier. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment obligatoire de prendre le bouclier sur l'URTS. Il n'y a aucun monde dans lequel vous ne voulez pas prendre ce bouclier. Ensuite, il y a une dernière règle qui est insensible à la douleur. Lorsque l'URTS subit une blessure, lancez un D6 sur un 6 naturel, la blessure est ignorée. Donc vous ne pourrez pas utiliser de points de puissance pour cette règle spéciale, mais ça augmente un petit peu votre résistance. Là où on a vu que par exemple vous n'aviez qu'un seul point de destin, là c'est quand même sur vos 3 PV, vous pourrez lancer un dé et vous avez une chance sur 6 de ne pas perdre ce point de vie. Donc c'est une très bonne règle qui peut être anecdotique mais qui peut être très utile aussi. On passe ensuite à Ugluk, capitaine scout Uruk-hai. Tu en veux un peu? Hein? Alors tais-toi ou je te ferai couiner. Donc il coûte 75 points, donc c'est un héros commun, donc lui il peut prendre 12 guerriers dans sa bande. Donc il a un profil plus classique de capitaine Uruk-hai. Il a un combat de 5, une force de 5, une défense de 5, il a une valeur de tir de 4+, et on le verra, c'est très anecdotique, mais il peut en avoir besoin. 2 attaques de PV, 6 de bravoure, une intelligence de 6, 3 points de puissance, 1 point de volonté et 1 point de destin. Donc on a vu un petit peu plus tôt à quoi servaient toutes ces statistiques. Donc on voit encore une fois, il a le combat 5, la force 5. Donc c'est un héros qui n'a que 2 attaques mais qui va taper très fort une fois qu'il aura la possibilité d'infliger des blessures. Et c'est très bien parce que parfois vous allez vous retrouver face à des nains. Et là où les héros, les capitaines plutôt classiques, humains et tout, donc une force de 4, bon bah vous trouvez vite des limites. Là la force de 5 c'est un très bon fiabilisateur. Encore une fois, sur l'URTS c'est un héros à 100 points.
Donc là, on se dit, ouais, c'est bien d'avoir une force 5, mais sur des petits héros, c'est vraiment très très cool. Ensuite, au niveau de l'équipement, il a un fouet, et donc là, le fouet, c'est assez intéressant, parce que c'est une force de 1, certes, c'est très nul, c'est une portée de 2, c'est très nul, mais quand vous chargez une figurine, eh bien, c'est une arme de G. Vous avez sur 4+, la possibilité de blesser l'adversaire. Donc, avec une force de 1, ce sera souvent un 6 à faire, mais un 6, c'est vite arrivé, donc pensez-y sur la petite figurine à basse défense notamment, pensez au fouet, gardez-le en tête. Ensuite, au niveau des actions héroïques, on retrouve la force, la frappe et la marche comme l'URT. Donc encore une fois, vous avez la marche qui est assez rare sur les héros nommés qui vous permet donc d'augmenter la mobilité de votre armée. On rappelle que toute votre armée a 8 pouces de mouvement, donc le Glook aussi. Et la force et la frappe, la force pour passer à force 10 et la frappe pour essayer de monter à combat 8. Donc ça peut être utile pour affronter des héros. Si vous vous retrouvez face à Gimli par exemple qui a un meilleur combat que vous, eh ben n'hésitez pas à faire une petite frappe pour pousser soit Gimli à faire une frappe et à perdre un point de puissance, ça peut être utile, soit pour vous, pour gagner le combat tout simplement. Donc Ugluk a 2 règles spéciales. Il a une première règle spéciale qui est il y a de la viande fraîche au menu mes amis. Il y a de la viande fraîche au menu, mes amis. J'en parle vite fait, en gros, quand vous avez l'armée des scouts de Ugluk, qui est l'armée au début des 2 tours, où vous avez des Urukai et des orques, vous pouvez tuer un guerrier orc avec Ugluk pour accorder un bonus à vos guerriers Urukai. C'est un peu anecdotique ici parce qu'il n'y a pas de guerrier orc dans cette armée, mais on le stipule quand même. La règle qui va être importante par contre, c'est preneur de tête. Si l'armée d'Ugluk est démoralisée, au début de son activation, au lieu d'effectuer son test de bravoure, Ugluk peut choisir de tuer un guerrier allié à moins de 2 pouces de lui, retirer la figurine tuée comme perte. S'il le fait, Ugluk réussit automatiquement son test de bravoure et son tenez bon est augmenté à 12 pouces et affecte les héros et les guerriers. Donc là, c'est une des meilleures règles du jeu pour la démoralisation, tout simplement parce que c'est une portée de 12 pouces, donc 12 pouces c'est énorme hein, sur le champ de bataille, et surtout ça affecte aussi les héros. Donc dès que vous allez être démoralisé, vous allez faire cette règle-là, si vous avez la possibilité de tuer un guerrier Urukai qui se trouve à moins de 2 pouces de lui, et donc du coup, toute votre armée, en grande majorité, va réussir ces tests de bravoure. On notera que les guerriers Urukai ont une bravoure assez basse, donc c'est très bien d'avoir cette règle-là. Ensuite, on passe au profil de Maour. Donc Maour, je l'ai dit un peu plus tôt, c'est une figurine Legacy. Donc c'est une figurine qui n'est plus vendue par Games Workshop, qui ne sera plus vendue par Games Workshop, mais qui a un profil officiel. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sur Warhammer Community si besoin. Il y a tous les profils des Legacy en PDF téléchargeable gratuitement. Et donc Maour coûte 65 points, donc un petit peu moins cher que Ugluk. Il n'a pas de règles qui vont aider votre armée. Par contre, lui, c'est un combattant pur. Au niveau de la ligne de statistiques, il a le 8 pouces initialement, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Il a surtout 3 attaques, donc force 5, combat 5, 3 attaques, ça en fait un très bon combattant. On rappelle, 3 attaques, c'est 3 attaques pour gagner combat et c'est 3 attaques pour blesser. Il a 2 de puissance, 1 de volonté, 1 de destin. Au niveau des actions héroïques, il a la marche comme tous les héros de cette liste d'armées à part le tambour, mais il a surtout la force héroïque. Et une figurine à ce nombre de points-là, avec une force héroïque, c'est très très rare, donc il va faire énormément mal. On rappelle qu'il a 3 attaques, donc il pourra avoir combat 5, force 10, 3 attaques en échange d'un point de puissance, c'est quand même très très fort. À ça va s'ajouter une règle spéciale faite pour le corps à corps, qui est charge déchaînée. Au début d'un combat où Maour a chargé, Maour peut déclarer utiliser cette règle spéciale avant tout jet de dés. Dans ce cas, il subit un malus de -1 à ses jets de duel. Cependant, si son camp l'emporte, il peut relancer tout jet pour blesser raté lors de ses attaques pendant ce combat. Si vous battez, vous avez -1 à vos jets de duel, donc si vous faites 5 et votre adversaire fait 5, vous perdez le combat parce que vous avez -1. Cependant, si vous gagnez, vous avez une relance à tous vos jets pour blesser. Force 10, combat 5, 3 attaques, relance pour blesser, ça en fait quand même une figurine assez violente. Il est très très fort Maour, c'est une très bonne figurine que moi je conseille toujours de mettre dans vos listes d'armées si vous jouez avec les figurines Legacy. Et ensuite, on vient au Capitaine Scout Urukai, qui lui a la particularité d'être un héros infanterie générique, il n'a pas le mot-clé unique.
5 de combat, 5 de force, 5 de défense, 2 attaques, 2 PV, une bravoure de 6, une intelligence de 6, 2 puissance, 1 de volonté, 1 de destin et la marche héroïque. Il a la particularité, lui, d'avoir une arme à deux mains. Donc arme à deux mains, c'est encore une fois -1 pour gagner le jet de duel, mais par contre, il a +1 pour blesser. A noter que si vous faites 6 pour gagner le duel, ça reste un 6. Il n'y a pas le -1 qui s'applique au 6. Donc c'est un bon capitaine qui tape fort, mais attention tout de même, il n'a pas d'arme de base, donc vous êtes toujours obligé d'utiliser l'arme à deux mains. Sa particularité, c'est que vous pouvez en mettre autant que vous voulez dans votre armée, donc c'est une bonne figurine. On passe ensuite au dernier profil de héros de l'armée, qui est le tambour Uruk-hai. On rappelle que c'est un héros indépendant, donc il ne peut pas prendre de guerrier dans sa bande, mais il peut rejoindre la bande de n'importe quel autre héros. Donc il coûte 35 points, et il a avec lui le tambour. Le tambour fait quoi? En fait, le tambour, ça donne une marche héroïque gratuite à chaque tour, mais c'est surtout que la marche héroïque s'applique non plus à 6 pouces, mais à 12 pouces pour les figurines qui ont le mot-clé entre parenthèses. Donc ici, ce sont les Uruk-hai. Il a un combat de 4, une force de 4, une défense de 5, une attaque, un PV, une bravoure de 6, une intelligence de 7, et il a un point de destin. Donc c'est un guerrier scout Uruk-hai légèrement amélioré, avec un point de destin en plus. Pensez-y, dès que vous arrivez à 600, 650, 700, il devient pratiquement obligatoire parce que ça va faire une grosse différence. Ça évitera notamment d'utiliser des points de puissance avec vos autres héros. Même s'ils ont la marche, vous essayerez de garder vos points de puissance pour faire d'autres choses. Et enfin, on arrive au seul et unique guerrier de cette liste, qui est le guerrier scout Uruk-hai. Donc le guerrier scout Uruk-hai, il coûte 8 points. C'est cher, mais en même temps, pas trop, au vu de sa ligne de stats qui est de combat 4. C'est pareil que le guerrier Minas Tirith, c'est un petit peu moins bien que les elfes, donc il est quand même dans la moyenne haute de ce qui se fait pour les guerriers. Il a une force de 4, donc là, il est au-dessus de la moyenne. On rappelle que la plupart des guerriers ont force 3. Il a une défense de 4, et c'est là que le bas blesse pour cette armée, c'est que c'est une armée glace canon. Ça frappe fort, et par contre, ça encaisse très mal les coups. Une attaque, un PV, bravoure 7+, intelligence 7+, ça c'est plutôt bas. Il a la capacité de pouvoir s'équiper d'une bannière. Ça va vous permettre de relancer un dé pour gagner un combat. Donc par exemple, si vous avez 2 figurines d'Uruk-hai au combat au corps à corps, vous avez donc 2 dés pour gagner le combat. S'il y a une bannière qui a 3 pouces de vos guerriers, vous pourrez relancer un dé 2D une fois pour pouvoir augmenter vos chances de gagner le combat. Il peut être équipé d'un bouclier qui le fait monter à défense 5, donc là ça commence à être correct, même si c'est pas exceptionnel. On est encore une fois dans la moyenne, donc là ça compense quand même cette faiblesse. Et puis on a enfin l'arc Uruk-hai, donc l'arc Uruk-hai, on l'a vu un petit peu plus tôt, qui est force 3, et ça va faire la différence. Un guerrier scout Uruk-hai qui bouge de 8, qui a un arc Uruk-hai qui tire avec une force de 3, ça vous permet d'aller chercher des angles, ou bien d'avancer de 4 pouces, parce qu'on rappelle que vous avez un malus pour tirer, mais tant que vous bougez de la moitié de votre mouvement, vous pouvez toujours tirer. Donc vous pouvez bouger de 4 pouces et tirer, bouger de 4 pouces et tirer, bouger de 4 pouces et tirer. Vous aurez juste une valeur de tir de 5+, dans ce cas, mais c'est quand même un très bon archer, donc avec une force 3, ça peut faire très mal aux figurines adverses. Donc on va maintenant regarder les compositions d'armée. Donc je vous ai fait des petites listes pour pouvoir vous donner une idée de comment jouer les scouts de l'URSS, ou en tout cas comment composer votre armée. Donc on a une liste à 500 points avec 29 figurines. Pour du 500 points, ça fait quand même pas mal de figurines, je trouve ça quand même assez correct comme nombre de figurines. Vous avez 9 archers sur 9, vous avez 0 arme de jet, en vrai vous avez le fouet de Ugluk et le bouclier de l'URSS, mais là ça prend en compte que les guerriers. Pour être démoralisé, vous avez besoin de 20 morts. Et pour être en déroute, il faut que vous ayez plus que 7 figurines. Donc souvent dans les scénarios, la déroute c'est quoi? C'est 25% de votre armée. Et à partir de ces 25%, la partie s'arrête. C'est en général les règles de scénario. Ça peut un petit peu varier, mais souvent on vous dit arrivé à 25%, la partie s'arrête. Ensuite, vous avez 8 points de puissance, 5 de volonté, 3 de destin. Donc là on voit hein, les points de destin, c'est un petit peu ce qui pêche dans cette armée. On n'a que 3 points de destin pour 3 héros. Par contre, on a quand même 8 points de puissance. Puis la volonté, on voit qu'on a quand même une liste qui peut un petit peu résister à la magie. Donc la première troupe, ça va être l'URSS, le capitaine scout Uruk-hai qui sera notre général. Il sera équipé d'un bouclier. Donc là, on lui met 8 scouts Uruk-hai avec bouclier.
3 scouts Urukai avec arc Urukai et un scout avec bannière. Donc la bannière est ici parce que c'est là où on va avoir le plus de figurines, donc on essaye de maximiser le rôle de la bannière. Les arcs Urukai, vous le voyez, j'en ai mis 3 dans chaque régiment. Ça, c'est pour essayer d'avoir le plus de couverture possible sur toute la table. Dans la deuxième troupe, nous avons Ugluk qui est hyper important, donc on l'a vu pour son rôle de tenue d'armée, donc avec la démoralisation. Donc lui, il va venir avec 4 scouts Urukai, 3 archers, et Maohur, pareil, qui sera préféré au capitaine scout Urukai classique, qui aura 4 scouts Urukai avec lui avec bouclier, et 3 scouts Urukai avec arc Urukai. Si vous n'avez pas Maohur et que vous voulez jouer, on va dire, sans les legacy, je vous invite à prendre le capitaine scout Urukai à la place de Maohur. Vous pourrez ajouter un scout Urukai parce que le capitaine coûte 55 et le guerrier coûte 9 points. Mais moi, je préfère Maohur, ne serait-ce que pour la figurine que je trouve assez stylée. Ensuite, on passe à 600 points. Donc là, on rajoute des guerriers, tout simplement. Et j'ai pas mis le tambour. En plus, c'est un choix, hein. Soit on prend le tambour, soit on augmente le nombre de figurines. Là, je trouve assez intéressant le fait de pouvoir avoir 37 figurines à 600 points, 37 figurines qui bougent à 8 pouces, qui ont des arcs qui blessent, qui ont force 3, pardon, des figurines qui ont force 4. Donc là, 37 figurines, votre adversaire, il va un peu suer parce qu'on le voit un peu sur le schéma en dessous. Ça fait quand même pas mal de figurines. Donc encore une fois, si vous avez pris le capitaine scout juste avant, eh ben, vous pouvez encore rajouter un guerrier. Si vous voulez prendre le tambour, vous aurez un petit peu moins de noms, mais un petit peu plus de mobilité. Et là, on voit que par exemple, ça augmente le nombre, encore le nombre de morts. On était à 20 et on passe à 27. Donc, il faut que votre adversaire tue 27 figurines avant que vous soyez démoralisé. En plus, après, vous avez Ugluk, vous aurez une armée qui tiendra vraiment le champ de bataille. Ensuite, on arrive à 700 points, 43 figurines. Donc là, encore une fois, une armée assez populeuse, 13 archers. Donc 13 archers, je rappelle, qui bougent à 8 pouces avec une force 3. On a toujours 0 arme de G. Là, il faudra que votre adversaire vous tue 29 figurines pour vous démoraliser. Et ensuite, vous avez 10 points de puissance, 6 de volonté, 5 de destin. Donc c'est relativement correct. Vous avez la première troupe de l'URSS. Là, cette fois, on a mis le tambour Urukai. Après, vous avez Ugluk, Maohur et le capitaine scout, tous avec des Urukai avec bouclier et arc Urukai. J'ai mis qu'une seule bannière, toujours pour optimiser le nombre de figurines. À 800, on peut commencer à mettre 2 bannières, je pense, mais je pense qu'une seule bannière à ce format-là est suffisante. Et donc là, on a un petit peu la répartition. Encore une fois, ça nous permet de voir un petit peu le nombre de figurines. Donc on a une armée assez mobile, assez populeuse, qui tape fort. Tout ce qu'on aime avec les scouts Urukai. Ici, j'ai noté des stratégies et conseils. La première, c'est utiliser l'URSS avec fin tireur pour tuer la monture d'un héros adverse. Imrail et son cheval défense 5, blessé sur 5 ou 6, avec un point de puissance si nécessaire. Donc on le rappelle, vous avez 3+ pour toucher, vous avez une force de 3, vous avez fin tireur pour choisir si vous voulez toucher le cheval ou le cavalier, et vous avez le point de puissance pour vous aider à blesser. Donc vraiment gardez ça en tête, le côté sniper de l'URSS. Pensez à faire votre combat héroïque gratuit par tour pour optimiser l'URSS. Chargez une figurine au début, puis plusieurs après. Quand on commence à jouer, on essaye de tuer le maximum de figurines. On va vouloir mettre l'URSS au corps à corps avec un maximum de figurines et puis faire le combat héroïque en se disant je vais en tuer 2 ou 3, comme il a 3 attaques force 5, et puis je vais charger d'autres figurines après. C'est tout bête, c'est tout con, mais au premier combat héroïque, essayez de ne charger qu'une seule figurine facile à tuer. Comme ça, vous tuez 7 figurines et vous êtes sûr de pouvoir faire votre combat héroïque, parce que si vous ne réussissez pas à tuer la figurine, vous ne pouvez pas recharger derrière. Donc, chargez une figurine qui est facile à tuer pour pouvoir charger après 1, 2, 3 figurines. Après, une fois que vous êtes sur votre deuxième combat, même si vous ne tuez pas tout le monde, c'est pas grave, mais il faut au moins tuer tout le monde sur le premier combat. À noter aussi que l'URSS peut être utilisé, peut utiliser ce combat héroïque gratuit pour charger une figurine qui est trop loin initialement pour la charge. Vous avez une figurine qui a 12 pouces de l'URSS. Vous n'avez que 8 pouces de mouvement, donc vous ne pouvez pas la charger. Ce qui est faisable, c'est de charger une figurine qui a 7 pouces de vous. Donc vous utilisez 7 pouces sur vos 8 pouces pour la charger. Vous utilisez votre combat héroïque. Vous tuez la figurine avec laquelle vous êtes engagé. Et puis après, vous pouvez refaire un mouvement donc de 8 pouces. Donc il ne vous reste plus qu'à faire 5 pouces de mouvement. Vous vous retrouvez au corps à corps avec Galadriel. Et autant vous dire qu'une fois que vous avez l'URSS contre Galadriel, vous pouvez prendre un gros avantage sur la partie.
Pensez à l'insensible, à la douleur de l'URSS. Une sauvegarde fixe à 6+, peut faire la différence sur une partie. Ceux qui jouent à 40k, à Battle, à AOS savent très bien ce que c'est. Une sauvegarde invulnérable à 6+, c'est toujours utile. Ça peut faire la différence. En vrai, ça a l'air négligeable comme ça, mais il ne faut pas justement négliger cette règle qui peut changer la partie. Si vous oubliez de le faire, vous pouvez perdre des PV bêtement alors que vous auriez pu éviter cette perte de PV. Chargez en lançant le bouclier pour mettre un héros adverse à terre. Doublez les attaques pour blesser avec une frappe héroïque si nécessaire. Voilà, la première fois que j'ai joué, par exemple, j'ai chargé un héros, j'ai oublié d'utiliser ce bouclier, pour lequel en plus on a une relance pour toucher, qui met le héros adverse à terre s'il a un socle de 25 mm. Donc vraiment, pensez-y. Si la figurine est à terre, vous aurez 6 attaques pour le blesser. Et c'est vraiment très très fort. Avec votre force 5, vous serez pratiquement sûr de faire au moins 1 ou 2 blessures. Et n'hésitez pas à faire une frappe héroïque si nécessaire pour assurer, une fois que la figurine est à terre, de gagner le combat et de pouvoir porter vos coups. Toujours utiliser la règle Douglook pour la démoralisation. Pensez à garder un guerrier ou 2 guerriers à moins de 2 pouces. Vous savez pas de quoi sera fait le tour. À la fin du tour, vous savez pas comment ça va finir. Vous savez pas si vous allez être démoralisé. Parfois, on perd beaucoup de figurines d'un coup et puis on se retrouve à être démoralisé. On s'y attendait pas forcément. Donc, pensez à garder 1 ou 2 guerriers à moins de 2 pouces de Douglook, soit dans un combat au contact avec lui, soit juste derrière lui, pratiquement en contact socle à socle, tout en laissant de la place pour pouvoir reculer si jamais vous perdez le combat, pour pouvoir vous assurer un tenez bon à 12 pouces au tour d'après. Pensez bien au fouet Douglook, un 6 pour blesser et vite arriver. Vous touchez sur 4+, donc vous avez une chance sur 2 de toucher. Une force 1, ça blesse quand même pas mal de figurines sur un 6, donc tout comme la sauvegarde fixe à 6+ de l'URSS, ça va pas toujours arriver, mais quand ça arrive, vous êtes très content. Retirer un PV ou tuer une figurine comme ça, c'est quand même très appréciable. Utiliser les forêts pour se replier et ou attirer les figurines adverses grâce à créature des bois. Donc par exemple, vous avez sur un flanc une forêt, l'adversaire va chercher à charger vos figurines qui sont devant cette forêt par exemple. Et bien une fois qu'il arrive près de vous, s'il a utilisé un tour ou 2 tours pour venir vers vous, et bien tout simplement reculer dans la forêt. En fait il va encore prendre du temps pour rebouger ses figurines dans un autre sens, ou alors il se trouvera obligé de charger vos figurines à travers la forêt. Donc parfois vous pouvez mettre une cible de choix pour votre adversaire en évidence. Il va se jeter dessus par manque d'expérience ou un peu par avidité, et puis là vous allez utiliser les bois à votre avantage pour faire perdre des tours à des figurines, je sais pas, une figurine de cavalerie ou un héros, ou etc., qui ne se rentabilisera pas forcément ou qui mettra plus de temps à se rentabiliser. Toujours prendre le maximum d'archers. Vous avez des archers qui bougent à 8 pouces, qui ont une force de 3, qui tirent sur 4+, donc qui ont une chance sur 2 de toucher. Donc pour moi, dans cette armée, il faut avoir tout le temps 33% de notre armée qui a des arcs. Pour moi, c'est obligatoire dans l'armée des scouts de l'URSS. Ne pas hésiter à tirer dans un combat pour blesser un héros adverse. Si vous tuez votre figurine, cela peut empêcher un combat héroïque. De la même manière que l'URSS, tous les héros du jeu peuvent faire des combats héroïques, mais la plupart ne peuvent pas faire des combats héroïques gratuits. La plupart, ils doivent payer un point de puissance pour faire ce combat héroïque. Souvent, l'adversaire, début de la phase de combat, il va se retrouver avec votre guerrier en contact socle à socle, par exemple. On prend Boromir avec ses 6 points de puissance, va se retrouver face à un de vos guerriers scout ou Rukai. Il va vouloir utiliser un point de puissance pour faire un combat héroïque, le gagner, et puis charger une autre figurine. Ce qui peut se passer, c'est que vous avez, je sais pas, 8 archers ou Rukai, vous tirez avec le premier, vous ne touchez pas. Bon, vous passez au deuxième, vous touchez. Et là, vous touchez votre guerrier et vous tuez votre guerrier. Alors on pourrait se dire, mince, j'ai tué ma figurine. Mais non, parce que déjà, Boromir ne peut plus faire son combat héroïque. Et maintenant, vous avez encore vos 6 archers, je crois que j'avais dit 8, donc vous avez tous les archers restants, donc les 6 archers, qui peuvent tirer sur Boromir sans avoir besoin de faire un test pour savoir qui ils vont toucher. Donc là, ce sera une chance sur 2, 4, 5 ou 6, ou 5 ou 6 si vous avez bougé, pour blesser Boromir. N'ayez pas peur de parfois tuer vos propres guerriers pour bloquer un petit peu les stratégies de l'adversaire. Attention à ne pas foncer tête baissée si le scénario vous invite à temporiser et tirer profit de vos archers. Donc encore une fois, vous avez une armée d'archers, des bonnes unités de corps à corps qui blessent facilement, qui ont un bon combat, qui bougent très très vite,
Mais foncer tête baissée, c'est pas la bonne solution avec cette armée. Même s'il y a des tirs en face et tout, parfois il faut accepter d'avoir 2-3 pertes pour pouvoir tuer certaines figurines stratégiques avec vos archers. En cas de phalange, chargez 2 ennemis avec un scout bouclier pour donner le temps à vos autres scouts de contourner la phalange et charger la deuxième ligne. Si la phalange adverse est trop proche de vous, vous ne pouvez plus éviter les camps à corps. Par exemple, s'il y a 6 figurines adverses, et ben vous pouvez charger 2 figurines à chaque fois avec un guerrier scout Uruk-hai. Donc vous allez, entre guillemets, sacrifier un guerrier pour se battre contre 2 guerriers plus 2 lanciers. Donc il est pratiquement sûr de mourir, mais en fait, avec 3 guerriers, vous allez tenir toute la phalange adverse. Pendant ce temps-là, comme vous avez 8 pouces de mouvement, vous allez pouvoir commencer à encercler la phalange adverse, pouvoir déjà grignoter les côtés de la phalange, et puis le tour d'après, eh bien, vous pouvez attaquer l'arrière de la phalange, donc souvent là où il y a un magicien, une bannière, qui seront plus faciles à tuer, et surtout vous retirerez donc du coup les lanciers qui aideront les figurines de devant. Donc là vous allez vous retrouver à faire du 1 contre 1, et là quand vous êtes dans du 1 contre 1 avec combat 4 force 4, vous êtes plutôt avantagé. À noter bien sûr que il faut utiliser le bouclier. Pourquoi? Parce que du coup votre scout avec bouclier aura 2 attaques, et parfois sur un craquage, l'autre il va faire 1, 2, 3 et 5, et vous allez faire un 6. Donc vous gagnez le combat et vous aurez repoussé la phalange adverse avec un seul guerrier scout Uruk-hai. Donc faites-le plutôt avec vos boucliers plutôt qu'avec vos archers. Se protéger derrière son bouclier quand le combat l'impose. Un combat 4 et une force 4 ne compensent pas toujours la défense 5. On aurait tendance à penser que on a 8 pouces de mouvement, on a une force 4, un combat 4. C'est bon, c'est une armée de corps à corps, on peut y aller. Eh ben pas toujours, parfois il faut penser à se protéger derrière son bouclier pour essayer de temporiser un petit peu, pour aller chercher les objectifs avec nos autres figurines qui ont beaucoup de mobilité. Pensez vraiment à utiliser vos boucliers parce que la défense 5, c'est pas très fiabilisant en termes de résistance. Vous allez souvent vous retrouver en difficulté. Donc pensez bien à utiliser vos boucliers et pas toujours à vouloir taper même si vous avez combat 4 et force 4. Profitez de votre mouvement pour jouer les scénarios et choisir l'endroit de la table où concentrer vos ressources. Si un objectif est campé par une grosse phalange, les autres sont forcément libres. Si une relique doit quitter la table, libérez un couloir pour la figurine l'apportant en engageant un maximum de figurines adverses. Donc vous avez vos figurines qui bougent de 8, vous avez beaucoup de marches héroïques et vous avez aussi le tambour. Donc tout ça fait que vous avez une énorme mobilité. S'il y a 3 objectifs et que l'adversaire se concentre sur 2 objectifs, le troisième, eh ben, il aura peut-être quelques figurines dessus, mais pas beaucoup. Et là, vous pouvez envoyer une grosse partie de votre armée. Vous avez un gros mouvement. Donc déjà, si vous prenez cet objectif, vous aurez encore du temps pour après prendre les autres objectifs. Mais une fois que vous êtes sur l'objectif, vous avez quand même combat 4, force 4, des boucliers. Vous avez moyen de temporiser pendant assez longtemps. Surtout qu'une fois qu'il y a la démoralisation, lui va s'effriter, son armée va s'effriter. Et vous allez être quand même assez solide sur vos positions. Quand je parle de libérer un couloir, c'est par exemple sur le scénario des reliques où il faut sortir les reliques de la table. N'hésitez pas à engager grâce à votre mouvement un maximum de figurines pour pouvoir laisser de la place parce qu'avec 8 pouces de mouvement, vous pouvez assez facilement passer entre figurines une fois qu'il n'y a plus de zone de contrôle des figurines adverses. Ensuite, gardez votre bannière au contact d'un autre scout ou Uruk-hai, cela permettra de la ramasser si une flèche la tue ou qu'elle se fait charger au vu de sa faible défense. La bannière scout Uruk-hai, elle ne peut pas avoir de bouclier, elle peut avoir que la bannière. Si jamais elle prend une flèche de force 3, ça blessera sur du 5 ou 6. Donc il y a quand même une chance sur 3 qu'elle meure. Donc il faut toujours avoir un autre scout en contact avec la bannière pour essayer de la sauver. C'est hyper important et ça permettra de conserver votre bannière, de vous donner encore de l'avantage dans les combats et ne pas donner de points de victoire à l'adversaire. Donc voilà, c'est tout pour les stratégies et les conseils que je voulais vous avancer. Il y a peut-être d'autres choses à rajouter. N'hésitez pas à le faire en commentaire. N'hésitez pas à calquer ça sur d'autres armées. Je pense que quand je ferai d'autres analyses d'armées, il y aura des stratégies qui reviendront, etc. Mais pour, en tout cas, les scouts de l'URSS, c'est tout ce que j'avais à dire. Ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour me dire notamment ce que vous aimeriez bien que je fasse comme prochaine armée dans cette série. Et puis moi je vous dis à bientôt en Terre du Milieu. Salut à tous.